Bonjour et bienvenue dans Interview sur RTV, une émission qui va à la rencontre de différents profils des hommes, des femmes, avec des histoires différentes, avec des missions, des combats et des messages différents. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir Madame Evelyne Bouillon. Après avoir travaillé 15 ans dans les agences de publicité en tant que créatif, elle se reconvertit au coaching en 2001 pour encourager les talents multiples en entreprise, à l'école et dans la vie en général. Elle crée ensuite la société Meatus et se forme aux États-Unis à l'université de Santa Cruz en Californie. Écrivaine aussi, ses livres sont une mine d'or d'informations avec des outils de coaching et d'accompagnement. Evelyne Bouillon, bonjour. Bonjour Linda, vous allez bien? Oh oui, très bien. En tout cas, nous sommes heureux de vous accueillir sur RTV aujourd'hui pour vous découvrir. Merci. Moi aussi, je suis ravie d'être là. Ah, j'imagine. Et vous êtes en beauté, en tout cas. Oui, et alors on n'a pas fait exprès, mais alors on est dans un camailleux de rose, c'est incroyable. On remercie Taylor Quinn, justement, pour ces magnifiques tailleurs. Alors, Evelyne Bouillon, parlez-nous un petit peu de votre parcours professionnel. C'est vrai que là, j'en ai dit un petit peu, oui. Sur, justement, je sais que vous avez aussi un doctorat. Oui, alors... la passion pour le coaching, c'est venu après, donc vous avez eu raison, toute une carrière dans la communication. Ouais. Mais c'est vrai que c'était un métier que j'adorais et il y avait une véritable, synergie. Les gens étaient passionnants, il se passait toujours plein de choses. On ne s'ennuie jamais dans une agence de pub, on apprend tous les jours et aussi on côtoie des gens passionnants. Simplement, c'est un système, en tout cas à mon époque, ça a quand même un peu changé depuis, où il y avait un DRH et une assistante pour 350 personnes, 400 personnes, donc zéro ressources humaines. Ouais. Et en fait, pourquoi ? Parce que les choses s'autogéraient. C'est-à-dire que entre la pression des clients, l'appétit de ce métier créatif et tout ce que ça suscite de sympathique, en fait, ça se passait tout seul très bien. Et puis, au bout d'un moment, j'en ai eu assez. Moi, quand je commence à m'ennuyer, que je suis moins passionnée, voilà, je tombe un peu en... Vous n'aimez pas la routine, en fait, c'est ça. Vous avez besoin de mouvement, de changement. Ouais. C'est ça, c'est le profil typique des créatifs. En coach, on se rejoint là-dessus. Bien sûr. Et en fait, j'ai fait à l'époque un bilan de compétences. Le coaching n'existait pas. Et je me suis rendu compte que ce qui me passionnait encore plus peut-être que mon métier de publicitaire à l'époque, c'était les talents et la motivation. Comment ça marche pour que les gens justement travaillent bien ensemble. D'accord. Et à l'époque, il n'y avait pratiquement aucune formation sur ces sujets-là en France. Donc, je suis allée chercher les formations en Belgique, aux États-Unis, au Canada, en Suisse, qui étaient bien en avance par rapport à nous. Maintenant, il y a plein de bonnes formations en France. Mais à l'époque, c'était ça. Et petit à petit, je me suis rendu compte non seulement qu'il y avait un lien entre la créativité et la motivation, mais qu'en plus, si on stimulait l'un, on pouvait stimuler l'autre et vice-versa. Et donc, je suis un peu devenue une spécialiste de ça. Et c'est comme ça que j'ai fini par faire un doctorat sur ce sujet. D'accord. Puisque... en fait, le métier de coach, il est encore relativement controversé. Il y a des très bons coachs et il y a des gens qui ne savent pas ce que c'est que le coaching. Parce qu'en fait, il y a beaucoup de personnes, exactement, c'est ce que j'allais dire, qui se disent « je suis coach », mais en réalité, qui ne connaissent rien au métier de coaching. Et puis, vous avez répondu à ma question. J'allais vous poser une question. Et vous avez répondu « pourquoi avoir choisi les États-Unis pour vous former ?» Et là, je comprends mieux. Parce que, en fait, le coaching, il est vraiment tendance aux États-Unis. Depuis longtemps. Depuis longtemps. Chez les Américains, c'est beaucoup plus naturel d'aller chercher des ressources sur le plan intellectuel, sur le plan de la motivation, des moteurs, comment je marche, quand ça marche bien. Ils n'ont pas du tout ces freins-là. Nous, en fait, on a perdu quasiment 30 ans en France parce que tout ce qui était psychologique était très relié à la psychanalyse. Oui, c'est ça. Qui est un outil formidable, bien sûr. Mais qui répond à qu'un certain type de besoin et pas à tous. Et par exemple, quand il s'agit de rebooster quelqu'un qui a 3 séances pour présenter, par exemple, à une conférence, ça m'est arrivé devant 100 personnes, alors que c'est une personne qui se liquéfie dès qu'elle est face à plus de 10 interlocuteurs. En 3 séances, on ne va pas pouvoir faire une psychanalyse, c'est impossible. Et donc, il y a des outils qui, en fait, ont beaucoup évolué dans les autres pays, qui nécessitent beaucoup moins de temps et qui vont peut-être, pour les psychanalystes, être très ponctuels comme résultat, ce qui n'est pas complètement vrai. Moi, ça m'est arrivé d'avoir des gens qui avaient
fait un long travail sur eux-mêmes et qui avaient encore des choses bloquées. Bien sûr. Et sur lesquelles, en quelques séances, on arrivait à des résultats formidables. Ce sont des méthodes différentes. Très différentes. Complémentaires, mais différentes. Voilà. Mais il y a une chose en commun, c'est l'écoute empathique. Bien sûr, bien sûr. Mais on va dire que le coaching, c'est bref, alors que la psychanalyse, ça peut durer des années. C'est ça. C'est pas le même niveau de profondeur. C'est pas la même approche aussi. Voilà. Parce que le coaching, c'est on booste, alors que la psychanalyse va rechercher dans les mémoires, dans les ancêtres, dans tout, dans le passé, les traumas, alors que le coaching va vous booster, va vous donner les clés pour être la meilleure version de soi-même. Exactement. Et je pense que c'est ça. Hein. Oui, c'est tout à fait ça. Mais on parlait tout à l'heure, excusez-moi, Evelyne, de coaching à l'américaine. Le coaching à l'américaine, c'est complètement différent du coaching français. Alors, maintenant, il y a des gens qui sont formés comme moi à des méthodes américaines, mais c'est vrai que le coaching à l'américaine, comme vous dites, c'est plutôt orienté solution. Ouais. Ça va plutôt viser une certaine, entre guillemets, efficacité, mais sans du tout faire l'économie de la psychologie de la personne, de ses besoins, bien évidemment, sinon on n'y arriverait pas. Ça va être beaucoup plus en termes de booster, comment la personne fonctionne, qu'est-ce qui fait qu'elle peut réussir, quels sont vraiment ses objectifs. En coaching, il y a au moins 50% du temps qui est consacré à clarifier les objectifs, tellement c'est fondamental. Ça, c'est important. On ne sait pas. La plupart du temps, on ne sait pas où on va, on ne sait pas ce qu'on veut et on ne connaît pas ses propres objectifs. Voilà, voire pire, on a des objectifs qui ne sont pas du tout finalement compatibles. Oui, c'est ça. Comment dire ça ou dans la cohérence de sa vie. Ce qui est compliqué, c'est ça. C'est en fait, avoir des objectifs, on peut tous s'en fixer. Je veux perdre 10 kilos, je veux... Bon. Mais le rendre plausible, le rendre accessible dans la réalité de la vie de la personne. J'ai un mari qui est cuisinier, qui me fait une nourriture extraordinaire et hyper riche. Si vous ne prenez pas ce facteur-là en compte, on va prendre du poids. Hein. Ça ne va pas marcher. Non. N'importe quel régime ne va pas marcher. Je donne un exemple comme ça, mais le coaching, c'est ça aussi qui est sympa, c'est que ça s'adresse à tous les types de problématiques. Étant donné qu'on travaille sur les moteurs de la personne, ça part de n'importe quelle situation, de problèmes ou de volonté de se dépasser. C'est pas forcément que des problèmes le point de départ. Ça peut être dans une équipe, j'ai envie de faire que mon équipe soit beaucoup plus motivée, que les gens communiquent mieux ensemble, que ce soit plus fluide. Par contre, ce qui est sympa, c'est que les coachs savent vraiment quels sont les critères qui font que les gens vont travailler mieux ou atteindre leurs objectifs ou se sentir mieux, parce que les trois choses sont liées. Oui, bien sûr. Mais ça, c'est surtout en entreprise. En entreprise, il y a beaucoup de problèmes justement de communication entre les partenaires ou justement ceux qui travaillent ensemble. Ils n'arrivent pas la plupart du temps à communiquer et il y a beaucoup aussi de non-dits qui font que ça crée des blocages ou des conflits dans l'entreprise. Alors oui, tout à fait. D'ailleurs, là, je participe à un programme, un des premiers programmes de formation pour des ingénieurs qui veulent aussi être formés au management. Ah oui. En fait, par exemple, typiquement, c'est dissocié. Et souvent, leurs parents sont des ingénieurs qui ont fait des très grandes écoles en France, mais qui n'ont pas été formés au management. Et le deuxième frein à ça, c'est que même les bonnes formations de management pendant très longtemps, maintenant c'est moins le cas, ne voulaient pas prendre en compte la dimension, entre guillemets, psychologique des choses. Les managers considéraient qu'il fallait uniquement rester dans le rationnel. Et parce que, effectivement, quand on n'est pas formé à accueillir les émotions et à faire avec, c'est très difficile. Alors qu'il y a une vraie boîte à outils. Savoir dire à une personne, savoir accueillir, par exemple, quelqu'un qui ne va pas bien du tout, qui est en larmes. Si vous faites abstraction, la personne, elle sort de votre bureau, elle est extrêmement frustrée. Elle pense que vous n'avez pas de cœur. Pas d'empathie, pas de compassion. Et oui, exactement, oui. Donc, un manager, il ne peut pas tout le temps évincer la dimension psychologique de ses équipes, des personnes qu'il gère. Donc, c'était une forme d'absurdité. Et en fait, ce qu'on apprend, c'est des outils assez pratiques qui vont faire que, en fonction aussi de la personnalité du manager, il va être plus à l'aise. Il va faire en fonction aussi de son éducation, de ses croyances, de sa religion, de ce qu'il respecte. Multifactoriel. Voilà. Et c'est ça qui fait que le coaching est efficace. Et quelqu'un qui va apprendre à accueillir ce qu'il faut de la personne au niveau émotionnel et en faire quelque chose de positif, parce qu'en fait, les émotions sont des super moteurs. Bien sûr. Ce ne sont pas du tout des freins. Si on sait quoi en faire,
c'est ça. J'ai un livre d'ailleurs sur ça, sur l'intelligence émotionnelle. Ah oui, exact. Je sais pas, Evelyne, vous avez lu mes questions, mais elle répond à mes questions avant même que je pose. Ça, c'est un coach. Ouais. Je vous le dis. Ça, c'est un coach. Le coach, il est un peu mentaliste, hein. Je sais pas, il a beaucoup d'intuition, où il va s'imaginer les questions, mais c'est vrai que c'est exactement la question. Je l'ai ramené d'ailleurs, je crois que je l'ai ramené. Mon carnet de coaching, 100% émotion. Oui. Et ça, c'est important, parce que vous êtes aussi auteur de 10 livres. Hein. Oui. Oui. 10 livres. Publiés, parce qu'il y a des gens qui publiés, exactement, voilà. Mais vous avez parlé d'émotion. C'est vrai qu'aujourd'hui, on parle beaucoup de l'intelligence émotionnelle. Oui. Je pense que c'est ça dont vous parlez. Oui, c'est très important. Ça a été étudié, par exemple, aux États-Unis, ils ont suivi des gens sur 30 ans et ils se sont rendus compte que le quotient émotionnel, donc le niveau d'intelligence émotionnelle de la personne, prédisait à 90% sa réussite sociale, alors que le quotient intellectuel, pas du tout. Complètement différent. En France, on a pensé pendant très longtemps que le quotient intellectuel, c'était ça qui fallait le booster et qu'il fallait que ce soit haut, alors qu'en réalité, pas du tout. C'est pas ça. En fait, ce qui est compliqué dans une équipe ou même en soi-même, c'est de gérer ses émotions, c'est de se motiver. En fait, c'est 90% de l'intelligence émotionnelle. Et après, avec ça, on peut bien sûr ajouter des choses concrètes, des choses précises, des données, donc des connaissances, donc du quotient intellectuel. Mais c'est pas ça qui fait la base. Qu'est-ce qui fait que quelqu'un travaille bien? C'est qu'il se sent bien dans son travail, c'est qu'il communique bien, c'est donc que la communication est fluide, que s'il y a un problème, on peut en parler, qu'on ne va pas non plus s'enterrer dedans. Donc, c'est une personne qui arrive à gérer ses émotions et en même temps qui se sent bien avec lui-même. Oui. C'est ça la base. Hein. Ça, c'est la base. C'est l'intelligence émotionnelle. Et après, dans l'intelligence émotionnelle, il y a ce qu'on appelle l'intelligence relationnelle. C'est-à-dire comment je gère mes émotions en relation avec celles des autres. C'est ça, exactement. Voilà. Et ça, c'est très beau parce que quand on arrive à travailler ça, ce qui est super, par exemple, c'est que quand je fais un coaching, les gens me disent, par exemple, là, j'ai quelqu'un qui m'a dit sur LinkedIn, et je lui ai demandé une recommandation. Je lui ai dit, je me souviens d'un beau coaching avec vous, ça me fait plaisir de reprendre contact. Est-ce que vous pourriez m'écrire une recommandation? Et elle m'a dit, mais Evelyne, je n'oublierai jamais, c'est grâce à toi que j'ai rencontré mon nouveau mari. Ah ouais? Et je me suis dit... c'est quoi la clé? Je ne me rappelle plus de ça, parce qu'en fait, c'était une directrice d'une agence de publicité qui avait des problèmes... de communication? Non, pas trop de communication, plutôt de gérer sa carrière, de comment envisager les 10-15 dernières années de son agence. Est-ce que je la vends? Est-ce que je la partage auprès de mes salariés? C'était plutôt de la stratégie. Mais en fait... c'est passé par le fait de la requinquer, parce que c'était une femme extraordinaire, qui était un peu meurtrie après une séparation difficile. Et le fait de lui avoir repris, de l'aider à reprendre confiance en elle, de se revoir sous un angle différent, du coup, ça a eu un impact sur son image d'elle féminine, et elle a rencontré son nouveau mari. Mais moi, je n'avais même pas enregistré cette donnée. Je me souviens qu'elle allait bien à la fin du coaching, oui. Mais ça, les gens, ils vont bien à la fin d'un coaching. Mais bien sûr. Mais bien sûr. Après, encore une fois, Evelyne, ça dépend du coach. C'est ça. Voilà. Parce que si on a un coach positif, booster, qui nous donne plein de conseils, des astuces, des clés, pour nous permettre de nous sentir bien au travail, automatiquement, on va se reconnecter à soi-même et surtout à être plus confiant, l'estime de soi. Exactement. Parce qu'en fait, c'est tout exactement, tout est relié. C'est ça. Et c'est vraiment assez génial quand j'ai des feedbacks comme ça des années après, et les gens me disent « mais ça a changé ma vie et voilà ce qui a changé ». Enfin, je me dis « mais c'est presque miraculeux ». C'est d'ailleurs pour ça que je fais ce métier, c'est cette passion de... Parce que vous aimez les gens aussi. Hein. J'ai l'illusion de croire que tout le monde aime les gens, mais peut-être que je me trompe. Mais moi, j'aime les gens me passionnent. En fait, c'est plus que ça, les gens me passionnent. C'est-à-dire qu'en fait, quand je suis dans le métro et que j'entends une conversation, quelqu'un est en peine, j'ai dans mon esprit déjà les questions pour aider la personne. Ça m'arrive d'ailleurs d'intervenir. Les rares fois où je suis intervenue, c'est quand, par exemple, des parents étaient méchants avec un enfant. Et là, je suis intervenue. Et par des moyens qui sont incroyables, parce que là, j'ai décuplé mes forces. Et par exemple, un jour, je suis tombée sur un jeune couple très simple. Ils ne parlaient pas très bien le français. Ils étaient en province, dans la France profonde, quoi.
Et ça se voyait qu'ils étaient très malheureux. Ils avaient un petit garçon qui était hyperactif. Ouais. Et c'était dans un train. Et ça se voyait qu'il ne pouvait pas du tout s'en Le occuper gérer. correctement. Il ne pouvait pas le gérer. Et en fait, la mère protégeait l'enfant et le père était dur. Et donc, c'était une mauvaise danse en fait, entre les deux. Et j'ai réussi à m'interposer, enfin pas m'interposer, oui, à rentrer dans leur conversation en leur disant mais vous avez un petit garçon extraordinaire. Alors ils m'ont regardé. Mais vous savez que les enfants hyperactifs, ça donne ça et ça dans le futur. C'est des enfants assez difficiles à élever. Vous devez avoir des petits soucis avec lui de temps en temps et tout. Alors ils étaient là tous les deux. Mais de quoi il parle? Mais en fait, vous allez voir, quand il sera adulte, il va être très armé, il aura beaucoup d'énergie. Et je me rends compte que vous en occupez hyper bien, parce que qu'est-ce que c'est difficile, un enfant comme ça. Vous voyez? Oui, c'est rendre positif ce que les autres perçoivent comme quelque chose de négatif. Et j'ai vu la maman se décomposer de bienfaisance, parce qu'en fait, elle essayait de défendre son enfant, mais elle ne savait pas comment s'y prendre. Et j'ai vu le papa se requinquer aussi, se dire fier. Bah oui, fier. Oui, c'est vrai, mon petit garçon, il a des côtés géniaux. Et donc, voilà, et j'ai passé une demi-heure avec eux. Et au bout d'une demi-heure, je suis partie, j'étais tranquille. Le petit garçon avait tout compris aussi. Ben oui, bien sûr. Ils comprennent très vite. Ils étaient calmés. Je ne sais pas combien de temps ça a pu durer, mais tout le wagon m'a béni. Parce que c'était horrible, quoi. La pression, les cris. Et j'ai fait ça aussi parce que je trouvais que c'était une bonne action, quoi. Et si je pouvais faire un petit quelque chose. Mais vous voyez, la ruse, c'est qu'en fait, c'est une ruse dans le sens hyper positif. Qu'est-ce qui peut aider ces gens-là à voir le bon côté des choses et à leur redonner confiance en eux aussi. Parce que si vous commencez à les critiquer ou leur donner des conseils, ça ne marche pas. Mais c'est vrai ce que vous dites, Evelyne, parce que sur les enfants hyperactifs, on a l'impression qu'on n'a pas de chance et tout, ces enfants qui hyperactifs ou TDAH. En fait, ce sont des enfants qui sont hyper intelligents et qui sont très créatifs. C'est ça. Énormément. Pour vous dire un secret, quand j'étais petite, j'étais hyperactive. Sérieusement. Ça m'étonne pas. J'étais une hyperactive. Je montais aux arbres, je sautais. Ah oui. Et en fait, à l'âge, adulte, c'est là où j'ai commencé à vraiment... J'écrivais beaucoup. J'étais beaucoup dans la créativité, mais beaucoup dans mon monde aussi. Oui. Vous voyez ce que je veux dire? Les enfants hyperactifs ont besoin aussi d'avoir leur jardin secret. Leur monde, leur solitude. Et c'est pas qu'ils aiment être seuls, c'est que c'est vital pour eux. La nature, les animaux, on aime tout ça. Et ça, c'est important parce que, Evelyne, il y a beaucoup de parents qui nous regardent et qui ont des enfants, surtout aujourd'hui dans la société actuelle du numérique ou les tablettes, les portables et tout. On a de plus en plus d'enfants qui sont hyperactifs. Il faudrait leur dire justement que leurs enfants sont merveilleux. Et surtout, ça va devenir des adultes. L'hyperactivité d'un enfant, ça donne un adulte qui se relève face aux échecs, qui va booster les autres et se booster lui-même. C'est ça. Qui va mettre son énergie. Évidemment, qui va apprendre petit à petit à mieux la canaliser. Donc, en fait, c'est un jeu de patience. Et un jeu de mettre de l'énergie dans le sens positif du terme. Mais des exemples comme ça, j'en ai des centaines. Un jour, dans un aéroport, je vois une petite fille hurler et le papa et le grand frère visiblement désarçonnés vraiment. Et pourtant, je ne fais pas de coaching d'enfants, mais c'est drôle. Je ne sais pas pourquoi ces deux exemples viennent. Je le sens comme ça. Et en fait, je suis allée voir cet enfant et j'ai demandé au papa la permission de lui parler. Et je lui ai dit, il s'est passé quelque chose. C'est pas lié à ta sucette qui est tombée par terre, c'était ça le sujet, c'était des Anglais. Mais il y a quelque chose d'autre qui s'est passé. Qu'est-ce que c'était que cette sucette? Pourquoi cette sucette était si importante? Et là, il y a le grand frère qui m'a regardé, qui m'a dit, c'est parce que maman nous l'a donnée avant l'embarquement. Donc en fait, compris que la maman, ils étaient séparés, et la petite fille avait ce symbole de sa maman qui est tombé par terre, que le papa a jeté. Et là, je me suis accroupie à son niveau. Et ça, c'est ce qu'on appelle le développement de l'intelligence émotionnelle. Vous pouvez le faire avec tous vos enfants. Ça marche très bien. C'est se mettre à son niveau et lui dire la chose suivante. Là, tu sens quelque chose de très fort en toi. Ça s'appelle des émotions. Et tes émotions, en fait, elles portent un message positif.
Et tu as raison de sentir que c'est très violent. Tu as raison d'écouter ça. Tu as raison de crier. Si tu écoutes la raison de tous ces cris, ça va aller beaucoup mieux. Qu'est-ce que tu en penses? Et vous voyez, vous bercez l'enfant vers écoute-toi, accepte. Ouais. Accepte ce qui se passe en toi, essaye de verbaliser. Ouais. Et la petite fille a expliqué, oui, voilà, c'est ma maman, je suis très triste, je la laisse et tout ça. Et hop, elle s'est calmée. Ben oui, parce qu'elle a mis des mots sur ses émotions, ce qu'elle a ressenti. Et ça, justement, c'est important de le souligner, voilà. Evelyne, parce que beaucoup de parents, quand ils voient leur enfant faire des crises, se mettent à crier, à dire « ce n'est pas bien, pourquoi tu fais ça ?» alors que le fait de dire ça amplifie leur crise. Et oui, amplifie la non-écoute de son émotion. C'est ça. En fait, ce qui est compliqué, c'est d'accueillir l'émotion et de comprendre ce qu'elle veut dire. Il y a un autre message derrière. L'émotion, ça n'est qu'un résultat, en fait. Ouais. C'est exactement ça, voilà. Oui. Mais c'est intéressant. Très intéressant parce que ça fait aussi partie de mes questions. Justement, hein, aujourd'hui, les enfants ont du mal à gérer leurs émotions. Oui. Que pensez-vous de l'apprentissage de la gestion des émotions à l'école? Alors, ça commence et c'est formidable. Par exemple, les maîtresses qui mettent un panneau, vous savez, avec des smileys, toutes les émotions. Et le matin, les enfants mettent la météo. Comment je me sens ce matin. Météo des émotions. Voilà, la météo des émotions. Où, en fait, plus vous cultivez ça chez vous-même, en vous-même et dans vos enfants, et plus vous allez les renforcer sur tous les autres plans. Parce que quelque part, c'est le point de départ. Si quelqu'un n'est pas capable d'accueillir ses émotions, ben, il accumule de la souffrance. C'est sûr. Il ne sait pas communiquer, il ne sait pas écouter les émotions des autres, et donc il se met dans des spirales négatives. Voilà. C'est sûr, c'est sûr. Je pense qu'il y a beaucoup de travail à faire avec les enfants, puisque les enfants, on le sait très bien, ce sont les adultes de demain. Et aujourd'hui, ces enfants-là ont besoin de pouvoir mettre des mots sur leurs émotions, mais surtout d'être compris. Et oui, parce qu'en fait, c'est ce qu'on dit en coaching sur les émotions. On peut tout dire à quelqu'un, critiquer, mais on ne peut pas lui dire « non, non, tu ne ressens pas ça ». Eh ouais, bien sûr. C'est impossible. Mais non. Quelqu'un qui est en colère, si vous lui faites sentir que sa colère n'est pas justifiée ou qu'il devrait la contrôler ou qu'elle n'a pas de sens, c'est affreux. Parce que c'est comme si vous lui disiez « mais comment tu ressens quelque chose? Mais tu as tort de ressentir. » Or, on ne peut pas maîtriser une émotion. Il va avoir de la frustration. Voilà. Et il va sentir comme de l'injustice aussi. Exactement. C'est ça. C'est tout à fait... bien sûr. C'est négatif, c'est canalisant. Alors que accueillir l'émotion, et aider la personne à ressortir qu'est-ce qui se passe derrière. Cette émotion, en fait, elle est à respecter, elle est très intéressante, elle arrive pour dire quelque chose. Alors, par exemple, nous, on sait les coachs, selon le type d'émotion, un peu quel est le style de message qu'il peut y avoir derrière. Vous voyez, la colère, en fait, par exemple, on explique aux gens, vous voyez quand un chien grogne ou aboie, en fait, il exprime de la colère. Et en fait, il exprime souvent le fait qu'on ne va pas marcher sur son territoire, il ne faut pas approcher plus, ou on lui a déjà marché sur les pattes, ou on lui a fait peur, d'accord ? Et donc en fait, quand on comprend la colère très souvent c'est ça, c'est une défense d'un territoire, d'une limite. La personne en face, elle est venue trop près, ou elle a marché sur des valeurs à vous, ou elle vous a pris du territoire, voilà. Et quand on explique un peu le mécanisme de la colère, les gens trouvent en fait, ah bah oui, en fait, c'est lié à ma grand-mère, parce que moi, j'ai toujours respecté ma grand-mère, et là, on dit quelque chose qui marche sur mes valeurs profondes, la famille, et là, je ne peux pas accepter quelque chose comme ça. Vous voyez ? Donc, en clair, ce sont des mémoires, les émotions sont reliées à nos mémoires. Bien sûr. C'est important, ça aussi. Oui, c'est vrai, c'est très juste, et c'est là, d'ailleurs, qu'elles sont plus difficiles à gérer. Et c'est pour ça que la psychanalyse, c'est intéressant quand même, c'est qu'on va chercher l'origine des liens, en fait, des liens de cause à effet dans la mémoire des gens. Mais très souvent, les émotions peuvent être un véhicule plus rapide pour comprendre et décrypter ce qui se passe en vous. C'est sûr. Alors, vous avez aussi créé en 2008 le coaching créatif orienté solution. Oui. Ça veut dire quoi exactement? Alors, la bonne question là. C'est un nom un peu, voilà, ça semble un peu compliqué, mais c'est parce que je voyais pas très bien comment exprimer justement le lien entre le fait que quand on rend les gens créatifs, entre autres en acceptant leurs émotions, c'est une des grandes gammes d'outils, on les aide à s'orienter solution. L'orientation solution, c'est quelque chose qui va produire 10 fois plus de résultats que l'orientation problème. C'est-à-dire que, par exemple, dans une entreprise, si vous faites un audit
de Ouais. relations sociales. Mmh. Vous allez arriver avec un résultat formidable de l'analyse du problème, Ouais. mais quand on va passer aux solutions, on va pondre une souris. Rien, Ouais. quasiment. Ouais. L'orientation solution, elle inverse les choses. Au lieu de partir de l'analyse des problèmes, on regarde tout ce qui marche. D'accord. Comment est-ce que les gens s'en sortent d'habitude dans ce genre de situation? D'accord. Quelles expériences ils ont pu avoir dans leur vie privée, dans leur vie professionnelle, qui ont vraiment transformé ou abouti à des choses constructives, positives? Quelles sont les ressources dont ils se sont servis? Qu'est-ce qu'ils ont eu besoin de visiter? Quelles inspirations? Quels mentors? Quel chemin? Ça peut Ouais. être des méthodes, vous voyez? Je comprends. On construit, on construit, on construit, on construit. À plein de partir du choses positif. à partir du positif. Voilà. On ne cherche pas le problème, Le on ne problème, cherche tout pas le monde connaît négatif, par cœur. bien sûr, mais on cherche l'aspect positif de chaque expérience de vie. Exactement. Et du coup, D'accord. au bout d'un moment, on trouve des vraies clés. Ouais. Et en plus, des clés adaptées à la situation, parce qu'on n'est pas arrivé avec du conseil, ah, vous devriez faire ça. Oui, bien Non, sûr. on part des gens, de ce Mm. qu'ils vivent, de comment est-ce que eux, ils ont besoin de réagir. On les fait participer. Ah bah, c'est eux qui construisent tout. Voilà. Carrément. Donc en clair, vous les amenez à s'extérioriser, à se libérer et puis à prendre conscience de leurs valeurs et de leur potentiel. En plus, Ouais. ça, ce deuxième effet qui se coule C'est formidable, beau ça. c'est qu'en fait, Mm. on reconstruit aussi la confiance, puisqu'on part que de choses que eux ont vécues. Oui, ouais, je Et comprends. comment ils s'en sont sortis et comment ils ont souvent pas conscience. Ils ont les ressources en fait, mais ils ont souvent pas conscience de comment les utiliser dans cette situation-là. Oui, je comprends. Voilà comment. Donc ça vous marche. les amenez sous un autre regard. Voilà, c'est C'est ça. un autre regard. C'est que C'est au ça. lieu d'être X, ils sont Y. Exactement. C'est ça qui est important de. Voilà, en fait, ils partent de X qui serait un peu l'espace problème Ouais. et on les amène petit à petit, on les sort le plus vite C'est possible ça. de l'espace problème et on les amène petit à petit vers leur propre Y, C'est c'est-à-dire Mm. comment est-ce qu'eux, ils gèrent le truc pour que ça se passe bien. C'est ça, Comment ils peuvent exactement. le faire. Non, mais c'est très intéressant. Et c'est pour ça que c'est très puissant et c'est plus rapide Oui, et bien c'est sûr. plus efficace. Beaucoup plus efficace, c'est sûr. Evelyne Bouillon, merci. C'est sûr qu'on aimerait parler pendant des heures avec vous, tellement c'est Je intéressant. reviens quand vous voulez. Mais alors là, avec plaisir, parce que je pense qu'il y a différentes thématiques sur la gestion du stress, sur aussi, il y a tellement de problématiques Oui. et tellement de solutions. Ah là là, c'est- Parfois, un mot peut déclencher exactement. une réaction C'est chez ça. l'autre, et c'est ça qui est merveilleux. C'est ça. C'est le cœur de mon métier. C'est un bonheur. Quelques mots, justement, pour ceux qui nous regardent sur RTV. Eh ben, faites-vous confiance. Osez aller voir des gens comme moi. Il n'y a pas du tout que moi sur le marché. Osez vous faire accompagner. Osez vous remettre un tout petit peu en question pour produire des choses extraordinaires derrière. Osez changer de vie. Osez prendre des risques et osez aller chercher plus loin vos ressources. Vous pouvez transformer votre vie. J'ai vu des choses mais Extraordinaire. extraordinaires se passer dans la vie de gens qui partaient de 2000 pieds sous terre. Ouais, Quoi. j'imagine. Mm. Merci beaucoup, Evelyne Bouillon. Merci à vous. Eh bien, osons être la meilleure version de nous-mêmes. Et merci de nous avoir suivis sur RTV dans l'émission Interview avec Evelyne Bouillon. À très bientôt.